notre quatrième ou cinquième édition des Europe at Lunch consacrée aux différentes dimensions des négociations en cours entre la Suisse et l'Union européenne. On a la chance aujourd'hui pour nous plonger un petit peu dans la thématique santé, coopération Suisse-UE dans le domaine de la santé, d'avoir avec nous Brigitte Crotta, qui est médecin de profession. euh, et qui est naturellement aussi bien connue de beaucoup d'entre vous parce que conseillère nationale pour le Parti socialiste vaudoise et puis membre de la commission ben, qui traite des affaires de santé. Donc, on s'est dit que ça serait sûrement intéressant d'avoir sa perspective aujourd'hui sur cette coopération Suisse-UE, sur ce que ça veut dire, sur ce qu'on est en train de négocier avec l'UE, mais peut-être aussi sur les aspects pas couverts par les discussions actuelles, mais qui pourraient être d'intérêt pour la Suisse. Donc, on va passer à cette présentation comme d'habitude et puis prendre après la présentation qui se fera en français les questions, vos questions, qu'elles soient en français ou en allemand, pardon, pour poursuivre la discussion. J'espère que ça vous convient. Brigitte, je te passe volontiers la parole. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous et merci à Raphaël et au mouvement européen suisse de m'avoir invité à vous parler de ce projet d'accord en matière de coopération dans le domaine de la santé entre la Suisse et l'Union européenne. En préambule, je veux souligner que cet accord se concentre uniquement sur la sécurité sanitaire et n'interférera donc en rien avec la façon dont notre pays organise son système de santé. Cet accord doit principalement permettre à la Suisse de participer au réseau et aux mécanismes de l'Union européenne pertinents pour la gestion des crises sanitaires, comme celle qu'on a connue avec la pandémie de Covid-19. Il ne s'agit pas d'un accord de marché, d'un accord sur le marché intérieur comme les autres accords déjà en vigueur, à savoir la libre circulation des personnes, les transports terrestres, le transport aérien, l'agriculture et l'accord de reconnaissance mutuelle. Le mandat de négociation va porter encore sur deux nouveaux accords de marché intérieur, l'électricité et la sécurité alimentaire. Mais l'accord sur la santé est une pièce essentielle mais distincte de notre relation avec l'Union européenne car il s'agit d'un accord de coopération et, je l'ai dit, il ne porte que sur le côté sanitaire, préservant la liberté de notre pays d'organiser son système de santé comme bon lui semble. J'ai divisé cette présentation en quatre parties. Tout d'abord, je dresserai le tableau de la situation actuelle en matière de collaboration dans le domaine de la santé, en soulignant les lacunes et les défis auxquels nous sommes confrontés. Ensuite, nous explorerons le contenu de l'accord de 2018. J'aborderai ensuite les négociations en cours et à venir en détaillant les étapes franchies et les obstacles qui restent encore à surmonter pour parvenir à un accord mutuellement favorable. Et enfin, je conclurai en mettant en évidence les avantages tangibles de cet accord sur la santé, les développements que l'on peut en espérer également pour l'avenir. Depuis 2008, en fait, la Suisse aspire à conclure un accord de coopération en matière de santé avec l'Union européenne, mais malgré 15 années de recherche, nous n'avons toujours pas trouvé comment concrétiser cet objectif. Toutefois, certains aspects du domaine de la santé, peut-être un peu marginaux, mais qui existent quand même, sont déjà couverts par des accords en vigueur. Je vais juste commencer par les rappeler. Il y a tout d'abord l'accord sur la libre circulation des personnes, qui favorise, on le sait, la mobilité géographique et professionnelle en facilitant les conditions de séjour et de travail au sein de l'Union européenne et elle garantit une coordination des différents systèmes de santé, de sécurité sociale et permet donc une couverture au-delà des frontières nationales. Et cet accord prévoit également des dispositions sur la reconnaissance mutuelle des diplômes des professionnels de la santé. Ensuite, nous avons l'accord de reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité
lequel vise à supprimer les entraves techniques au commerce. Et il est toujours en vigueur pour certains produits industriels, mais comme vous le savez certainement, en l'absence de solution aux questions institutionnelles entre la Suisse et l'Union européenne, la Commission européenne a refusé d'actualiser cet accord de reconnaissance mutuelle dans deux domaines qui touchent à la santé, et la Suisse est désormais considérée comme un État tiers en ce qui concerne les dispositifs médicaux, ceci depuis mai 2021, et les dispositifs de diagnostic in vitro depuis mai 2022. Il en découle qu'il y avait d'importantes simplifications avant au niveau des échanges commerciaux entre la Suisse et l'Union européenne, et ces derniers ont pris fin, comme par exemple la possibilité mutuelle pour les fabricants de ne pas désigner un mandataire sur le territoire de l'autre partie. Et puis, l'Union européenne a exclu la Suisse également de la surveillance commune du marché, et Swissmedic s'est vu refuser l'accès à la banque de données européenne sur les dispositifs médicaux. C'est assez problématique, mais pour limiter les conséquences de cette non-actualisation de l'accord de reconnaissance mutuelle, le Conseil fédéral a adapté des mesures d'atténuation qui garantissent l'approvisionnement de la Suisse, en particulier en autorisant une reconnaissance unilatérale des dispositifs médicaux lorsqu'ils sont évalués conformes par l'Union européenne. Ceci est vraiment un domaine d'une très grande importance et qui devrait être résolu, on l'espère, si un accord sur la santé entre la Suisse et l'Union européenne est finalisé. Et puis, le dernier point dans lequel nous avons encore une collaboration existante, c'est l'accord Schengen-Dublin, pour peut-être quelque chose qui est un détail, mais il règle le certificat médical pour les voyageurs qui se rendent dans l'un des pays de l'espace Schengen, tout en transportant des médicaments contenant des stupéfiants. Toujours en matière de collaboration actuelle, il existe des échanges informels avec l'Union européenne et la Suisse est invitée à participer en tant qu'observatrice à la réunion bisannuelle des ministres de la Santé de l'Union européenne où sont évoqués les enjeux dans le domaine de la santé en Europe. Sur cette photo, on reconnaît en haut à gauche, derrière son masque, notre ancien ministre de la Santé, Alain Berset. Bon, comme vous pouvez le constater, la collaboration actuelle en matière de santé est très sommaire, d'où la nécessité de formaliser un accord avec l'Union européenne. Et j'en viens donc à l'accord de 2018 que la Suisse et l'Union européenne étaient en fait prêts à signer, pour autant que l'accord institutionnel soit validé. Et puis, bien sûr, donc, il attend toujours. Je vous apprends rien en disant que les crises sanitaires ne s'arrêtent pas aux frontières. La pandémie de coronavirus a certes mis en lumière l'importance d'une coordination et coopération transfrontalière, mais cette volonté d'agir face aux menaces sanitaires existait déjà bien avant l'apparition du Covid. Et en 2008 déjà, le Conseil fédéral avait rédigé un mandat de négociation en vue d'un accord sur la santé. En 2018, ce dont nous parlons maintenant, la Suisse et l'Union européenne avaient ainsi élaboré un projet d'accord permettant à notre pays de participer à trois principaux dispositifs de l'Union européenne. Il y avait tout d'abord le mécanisme de gestion des menaces transfrontières graves pour la santé, avec notamment ce système d'alerte précoce et de réaction, qui est un élément du réseau général de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles, ceci depuis 1998, pardon. Les États membres doivent y annoncer les événements qui peuvent constituer un danger pour la santé publique, collecter et échanger toutes les informations nécessaires concernant ces événements, et ce système comprend aussi la coordination des mesures qui sont prévues pour répondre à ces événements qui constituent une menace sanitaire. Les événements que les pays doivent notifier sont les maladies transmissibles qui s'étendent à plus d'un État de l'Union européenne, la concentration dans le temps ou dans l'espace d'un type de pathogène qui pourrait être, qui pourrait créer un risque de propagation entre les États, ou encore l'apparition ou la résurgence d'une maladie transmissible ou d'un agent infectieux qui pourrait nécessiter une action communautaire pour le maîtriser.
La deuxième collaboration de l'accord de 2018 était prévue avec le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, qui, elle, est une agence de l'Union européenne opérationnelle depuis 2005, dont l'ambition est de protéger les 500 millions de personnes de l'UE contre les maladies infectieuses, principalement causées par des parasites, virus, bactéries et champignons. Et ce centre collecte, analyse et partage des données sur plus de 50 sujets qui sont liés à des maladies infectieuses, comme le Covid-19, la grippe, l'hépatite, la rougeole, la tuberculose, la résistance aux antimicrobiens et la vaccination. Et les experts de ce centre évaluent les risques pour l'Europe et fournissent des conseils pour aider les pays à prévenir et à répondre aux épidémies et aux menaces pour la santé publique. Enfin, le troisième élément qui est contenu dans l'accord de 2018, c'était la possibilité pour la Suisse de participer au programme pluriannuel de l'Union européenne pour la santé, qui a débuté en 2003. Ce programme, très largement influencé par la pandémie Covid, a pour objectif d'assurer un niveau de protection élevé de la santé humaine, d'améliorer le niveau de protection, de prévention et de préparation et réaction à l'échelle de l'Union européenne en cas de nouvelles crises sanitaires et améliorer la coopération transfrontalière. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les budgets qui avaient été alloués pour ce programme durant les précédentes périodes, la première fois 2003-2007, puis 2008-2013, était de l'ordre de 330 millions. Ensuite, en 2014-2020, 450 millions. Mais suite à la pandémie, il a été décuplé et atteint 5,3 milliards, ce qui constitue un soutien financier sans précédent de l'Union européenne dans le domaine de la santé. Et donc un message clair indiquant que la santé publique est une priorité pour l'Union européenne. Comme vous le savez, les négociations entamées en 2014 avec l'Union européenne en vue d'un accord institutionnel ont été laborieuses, c'est le moins qu'on puisse dire, et se sont soldées par la rupture unilatérale des négociations par le Conseil fédéral en mai 2021, ce qui a mis en pause tous les sujets en discussion et bien sûr celui de l'accord sur la santé. En 2020, lorsque la pandémie a éclaté, aucun accord n'avait donc été signé et la Suisse a fait la demande à la Commission européenne de lui accorder un accès à une partie du mécanisme de gestion de crise de l'Union européenne, en particulier ce système d'alerte précoce et de réaction que j'ai mentionné tout à l'heure. Mais l'Europe l'a accepté, mais dès que la situation exceptionnelle est passée, vu qu'aucun accord institutionnel n'était signé, la Suisse s'est faite poliment mais sûrement éjecter de ce mécanisme en juillet 2023 et depuis lors, nous avons perdu l'accès à des informations pourtant cruciales pour la santé de la population helvétique. J'en arrive aux négociations à venir et qui ont repris depuis février 2022. Le Conseil fédéral annonçant alors avoir changé de stratégie dans ses négociations avec l'Union européenne et ne plus vouloir envisager un accord cadre, mais une approche dite par paquet, comme vous l'avez déjà entendu. Donc, aux 5 accords existants doivent maintenant venir s'ajouter les 2 nouveaux accords sur le marché intérieur, électricité et sécurité alimentaire, et des accords de coopération en matière de formation et recherche avec la participation au programme Horizon Europe et Erasmus et dans les domaines de coopération, l'accord sur la coopération en matière de santé. L'ensemble de ces éléments fait partie de ce qu'on appelle pour l'instant les bilatérales 3. Malgré les défis, donc les négociations sont désormais officiellement ouvertes depuis mars 2024 avec un calendrier ambitieux puisque les 2 parties espèrent finaliser les accords cette année encore, mais les obstacles sont nombreux. Le Conseil fédéral a adopté un mandat de négociation avec l'Union européenne, comme vous le savez, et pour anticiper les critiques de l'UDC l'accusant de pactiser avec le diable étranger, il a inauguré une nouvelle manière de communiquer et a publié l'intégralité du mandat de négociation, un document de 7 pages disponible sur Internet. Et la santé y figure en bonne place.
Et on retrouve les 3 points dans cet accord, les 3 points qui avaient été négociés dans le précédent accord de 2018, à savoir la participation aux mécanismes et aux réseaux de l'Union européenne pertinents dans le domaine de la sécurité sanitaire, la participation au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et au programme pluriannuel de l'Union européenne en matière de santé. Et le point 3.4 de cet accord est intéressant puisqu'il mentionne une clause évolutive qui permettrait à la Suisse et à l'Union européenne d'étendre leur coopération ultérieurement pour d'autres domaines en matière de santé si à l'avenir c'est dans l'intérêt des deux parties. Donc les négociations, on l'a dit, sont officiellement ouvertes depuis le 18 mars dernier, date à laquelle la présidente de la Confédération, Viola Amert, a rencontré à Bruxelles la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Il est prévu que les négociations se déroulent à un rythme soutenu avec 14 groupes de travail thématiques distincts impliquant du côté suisse une cinquantaine de personnes. Maros Sefcovic, chargé du dossier suisse à Bruxelles, a prévu de venir en juin rencontrer Ignacio Cassi pour discuter de l'ensemble de cet accord. Et on le sait, les négociations seront ardues puisque l'Union européenne n'accordera pas de nouvelles exceptions à la Suisse sans venir elle-même avec de nouvelles exigences. Le calendrier est ambitieux car Berne espère que les négociations seront bouclées cette année, ce qui est le délai prévu aussi par les Européens, pressés d'aboutir avant la mise en place de leurs nouvelles autorités en janvier 2025, après les élections qui vont se dérouler en juin, dans quelques jours, en Europe. Côté suisse, si les négociations vont de l'avant, les accords devront être mis en consultation auprès des partis, des partenaires sociaux et des cantons, puis débattus aux chambres fédérales et enfin soumis aux votations populaires par référendum facultatif ou obligatoire, avec un agenda, si possible, en 2026. Et du côté européen, bien sûr, les 27 États membres devront eux aussi se prononcer sur cet accord. J'en arrive aux avantages qu'il y a à conclure un accord avec l'Union européenne dans le domaine de la santé. De mon point de vue, ils sont nombreux. Bon, on l'a vu, hein, il va tout d'abord faciliter une meilleure coopération euh, avec un accès accru aux données et informations sur les maladies transfrontalières, identifier les tendances émergentes et prendre des mesures plus rapidement. La Suisse pourrait aussi être rapidement informée de problèmes de santé connexes comme la résistance aux antibiotiques et ainsi être prête à réagir en cas de diffusion de cette résistance. L'Union européenne, je l'ai mentionné avant, a un état de veille permanent pour 50 maladies infectieuses, mais aussi les plus récentes comme le chikungunya, la dengue ou le virus Zika. Et ces informations seraient utiles et pertinentes pour notre pays. L'accord permettra bien sûr une réactualisation de l'accord de reconnaissance mutuelle, permettant de faciliter l'accès au marché suisse pour les produits pharmaceutiques et médicaux européens et réciproquement. Comme le prévoit l'article 3.4 du mandat de négociation, on peut espérer ultérieurement une extension de l'accord à d'autres domaines de la santé. On peut penser en particulier à une collaboration entre Swissmedic et l'Agence européenne des médicaments afin d'échanger des informations sur la sécurité des produits pharmaceutiques ou à une collaboration avec l'Observatoire européen des drogues et toxicomanies. La Commission européenne a également dévoilé un plan européen de lutte contre le cancer et développe de nombreux programmes de promotion de la santé, de prévention contre le tabac, l'alcool, les drogues, auxquels la Suisse pourrait trouver des avantages à participer. J'en viens à un exemple tout à fait pratique. Une collaboration avec l'Agence européenne des médicaments aurait en effet été particulièrement utile lors de la récente épidémie de variole du singe. En Suisse, le premier cas avait été détecté en mai 2022. La firme pharmaceutique qui détenait l'unique vaccin contre la variole du singe n'avait pas accepté de livrer à la Suisse
des vaccins, estimant que c'était un trop petit marché, alors que l'Union européenne, elle, en disposait en suffisance et pouvait vacciner toutes les personnes à risque. Et vous le savez, ou vous peut-être, pour que la firme pharmaceutique accepte finalement de nous livrer ces vaccins, le Conseil fédéral a dû en acquérir 100 000 doses, alors qu'il y avait une estimation d'environ 20 000 personnes qui devaient se faire vacciner. Et le reste du stock a donc été mis en réserve dans la pharmacie de l'armée, où il pourra bien sûr servir en cas de nouvelle épidémie, mais sinon, on aura gentiment gaspillé l'argent du contribuable et 80% de la commande, tout ça parce qu'on n'avait pas de relation avec l'Union européenne. Si on avait eu cette collaboration avec notre partenaire européen, on aurait eu plus rapidement, d'une part, une surveillance de l'épidémiologie de cette maladie, et puis un accès rapide aux vaccins et une stratégie commune de vaccination. C'est un exemple, je pense qu'il y en aurait d'autres, mais c'est le plus récent et celui qui m'a le plus marqué. En conclusion, moi, je dirais que la pandémie Covid a souligné l'importance d'une approche coordonnée et transfrontalière en Europe. Et sans un accord sur la santé avec l'Union européenne, la Suisse n'a pas d'accès garanti aux mécanismes pertinents pour gérer les crises sanitaires. L'accord sur la santé va ainsi nous permettre de renforcer la surveillance des maladies, d'améliorer la gestion des crises sanitaires, promouvoir des initiatives communes de prévention et promotion de la santé et faciliter la mobilité des professionnels de la santé entre la Suisse et l'Union européenne. Donc, autant de raisons pour, bien sûr, soutenir cet accord, même si, j'avoue, il est modeste puisqu'il reste le même qu'en 2018. Mais ces clauses évolutives nous permettent d'espérer justement que des développements ultérieurs soient possibles. Voilà, je vous remercie de votre attention et suis à votre disposition pour toute question sur le sujet. Merci, un grand merci pour cette présentation et ce survol du dossier que j'ai trouvé très instructif. J'ouvre très volontiers maintenant le temps des questions. Je ne sais pas si... Ah ben, il y en a déjà qui sont prêts, c'est magnifique. Alors, je prends le premier, Raphaël Dunant. Alors, Bonjour, est-ce que vous peut-être... Ah m'entendez? oui, oui, magnifique, Voilà. super. Oui, parfait. Merci beaucoup, Madame Crotta, pour cette présentation qui m'a beaucoup appris. Il y a un domaine, notamment de la coopération européenne, que vous n'avez pas mentionné. Il s'agit de ce nouveau projet de European Health Data Space, donc d'espace de santé commun à l'Union européenne, où avoir un accord dessus permettrait à des Européens qui viennent se faire soigner en Suisse ou à des Suisses qui se font soigner à l'étranger, d'avoir accès à leur information médicale à travers la frontière. Ça, il y a beaucoup de pression, notamment des HUG envers le niveau fédéral pour avoir des accords là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce domaine-là qui est prévu ou pas du tout? Est-ce que vous savez? Alors, clairement, à ce stade des négociations, il n'est prévu que la participation aux trois systèmes que j'ai mentionnés. Et il a été clairement dit que tout essai d'ajouter quoi que ce soit à cette négociation serait probablement très problématique et que l'Union européenne refuserait, alors ça c'est encore à discuter, hein, mais que normalement ils ont décidé que c'était l'accord de 2018 tel qu'il était programmé et qu'il n'y aurait pas d'ouverture pour d'autres choses. J'avoue ne pas être au courant de cette European Data Space, donc j'imagine que c'est vraiment c'est un fichier de données, si je comprends bien, une espèce de Non, dossier électronique du patient partageable. voilà, c'est ça, c'est le dossier électrique du patient européen Mhm. et c'est la connexion avec le dossier électronique du patient suisse. Oui. Alors bon, déjà que le nôtre fonctionne pas terrible, enfin, Voilà. il n'est pas encore très développé, je pense que on peut espérer que d'ici qu'il ait pris un petit peu d'ampleur, on arrive à se coordonner avec l'Union européenne. Euh, Très clairement, je pense qu'il faudrait être raisonnable, même si pour ma part, j'aimerais cet accord soit plus large, mais en se disant qu'on va avec les trois propositions qui sont sur la table et de commencer à faire la liste de ce qu'on aimerait y ajouter dans un deuxième temps. Enfin, c'est comme ça que je pense qu'on a le moins de risque de bloquer les négociations. Très bien, merci beaucoup pour la réponse. Ça paraît tout à fait raisonnable.
Merci pour la question. Thiel, Bonjour, Phil Burkhardt. Tout d'abord, un grand merci pour cet exposé, c'est très clair. Euh, un point qui n'a pas été abordé, est depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années, un point d'achoppement entre la Suisse et l'Union européenne, ça concerne le domaine du tabac. J'aurais deux questions. La première, c'est qu'en est-il dans ces négociations en cours avec l'Union européenne? La deuxième est un peu plus politique. Comment convaincre des personnes qui, surtout à Bruxelles, sont assez critiques par rapport à ce qu'on appelle le cherry picking, euh, que cet accord exclurait éventuellement tout le domaine du tabac ne soit pas l'exemple du cherry picking qui décrédibilise la Suisse à Bruxelles dans d'autres domaines aussi. Merci beaucoup. Je suis pas sûre d'avoir compris le terme que vous employez. cherry Alors, picking. Ah, cherry picking, ça veut dire le fait d'exclure du côté suisse tous les domaines où on a cherry des picking, avantages. excusez-moi. Oui, J'ai pas compris le terme. désolé. Non, non, non. Alors, écoutez, oui, c'est clair. Mais d'abord, ça m'a aussi choqué en relisant tous les documents pour préparer cette présentation de noter qu'il est clairement mentionné que pour l'instant, l'accord ne portera en aucun cas sur le tabac. Donc, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui a d'emblée été exclu par la Suisse, qui ne veut pas entrer dans cette négociation pour une raison que j'ignore, mais aussi probablement pour la même raison qu'elle a terriblement assoupli la loi sur le tabac on essaye de négocier ces jours. Donc, je veux dire, ça fait pas partie des trois sujets. Donc, l'Europe, elle va pour l'instant pas tellement faire de problème là-dessus. Bien sûr que si on entre dans des programmes de prévention et puis qu'on dit on est d'accord de faire de la prévention surtout, sauf sur le tabac, là, je pense que ça ira pas du tout et ce sera une critique qu'on devra accepter de la part de l'Union européenne. Mais pour l'instant, très étrangement, il est clairement mentionné, j'ai oublié l'autre chose, mais que ces négociations ne concernent en aucun cas le tabac. C'est effectivement une des exceptions que la Suisse a déjà réussi à mettre. Et puis la dimension cherry picking, est-ce Alors qu'il y a ça, quelque chose à rajouter? dit une fois à M. Sefcovic que ça commençait à bien faire, qu'on était effectivement toujours à demander des exceptions, qu'on était le pays pour lequel l'Union européenne avait accepté le plus d'exceptions sur l'ensemble des participants et que cette fois c'était fini. Maintenant, comme ça ne fait pas partie de l'accord à proprement parler, je ne pense pas qu'on peut considérer que c'est cherry picking, mais reste à voir comment ce sujet pourra, justement dans Europe for Health, puisqu'il y a un domaine prévention et promotion de la santé, si l'Union européenne venait en insistant sur la prévention du tabagisme, comment est-ce qu'on réagirait? J'ose espérer que c'est pas ça qui ferait capoter l'accord, mais on a vu le poids du lobby du tabac dans notre pays. Ah oui. Merci. Dans les commentaires par écrit, je vais le lire. Peut-être que tu pourras réagir à ça. C'est assez technique. La MDR est déjà appliquée par Swissmedic en ce qui concerne les logiciels de fertilité. Pourquoi ces logiciels sont-ils admis dans l'UE alors que les appareils techniques ne le sont pas? Euh, Est-ce que là, il y a... Logiciel de Oui, fertilité. c'était une question de Harry Wettstein. Je ne sais pas si Monsieur Wettstein, vous souhaitez... Je suis désolée, mais je suis pas sûre de pouvoir répondre à cette question. Je Vous voulez peux, me- Oui, euh, volontiers. je peux ajouter un mot. Donc, il existe énormément d'applications qui sont considérées comme applications médicales dans le monde entier, qui dépassent les frontières. Et puis, selon ce que vous faites avec une application de fertilité, de toute façon, vous devez avoir un certificat médical 1 par Swissmedic et puis par le reste du monde aussi. Mais dès que vous sortez le mot contraception, donc contraception naturelle, pour faire la contraception naturelle avec une application, alors on vous tombe dessus
et c'est Swissmedic comme l'Union européenne, hein, ils ont exactement le même discours. Alors, ce qui m'étonne maintenant, c'est que je vois que la Suisse, au niveau de ses produits, au niveau de la MDR, est déjà totalement sous la coupe de la MDR. Donc, je ne vois pas le problème là. Pour nous, oui, mais on voit qu'il y a eu un rapprochement des lois suisses, des lois européennes, sans que ça ait été discuté ou problématisé. Vous voyez? C'est quand même étonnant, ça, je trouve. Oui, j'ai de la peine vraiment à voir le lien de ça. Je crois qu'il y a quand même des collaborations qui existent avec certains sujets quand même médicaux dans le monde entier, pas seulement avec l'Union européenne, comme vous le dites. Je veux dire, on n'est pas quand même dans un îlot séparé de tout, mais là, je ne sais pas, je veux dire, Les produits médicaux, donc quelque chose que vous pouvez toucher, qui doit passer la frontière. les Selon ce que dispositifs. vous avez dit, la Suisse ne peut plus exporter ses produits médicaux à moins d'avoir une succursale quelque part en Union Oui, européenne, si je suis d'accord. Donc, oui, c'est oui. une question de formelle. C'est comme ça que ça se passe en ce moment, en tout cas, oui. Mhm. Mhm. Donc, Mais c'est pour l'instant. alors, Ouais. Par contre, on peut accepter les produits de l'Union européenne, on peut les intégrer dès qu'ils ont une certification de l'Union européenne sans avoir besoin d'une double certification. ouais, Mais je sais qu'il y a plusieurs entreprises qui, effectivement, ont créé des micro-bureaux dans l'Union européenne, tout simplement pour pouvoir dire qu'ils sont là et que ça permet donc d'exporter des produits suisses encore actuellement dans l'Union européenne par ce biais un petit peu de falsification, quoi. mais alors toutes ces lois tombent à l'eau dès qu'il s'agit de logiciels qui sont vendus dans le monde entier. Donc, Les comment est-ce logiciels, que- je pense, oui, c'est vrai que je pense que c'est pas des dispositifs médicaux qui ont besoin d'une certification de l'Union européenne et disons, bien sûr, ils ont besoin d'une certaine certification, mais c'est pas la même chose qu'un pacemaker, qu'un Oui, stent ou autre chose. Ouais. Et, oui, et pour l'instant, la réglementation, elle n'est que sur ces dispositifs médicaux et ceux pour le diagnostic in vitro. oui, Là, c'est un peu plus technique, je ne sais même ouais, pas lesquels sont concernés. Ouais, ouais. Merci. Merci, je merci. vous en prie. Une question de Werner Pachinger. Mhm. Bon, c'est Monsieur Bechstein et il a déjà mentionné des choses. Vous avez beaucoup parlé des relations Suisse, Medic, EMA, lutte contre les cancers, etc., etc., tout ce qui est santé. Je pense là, ça c'est pas un grand obstacle parce que là, plus ou moins tout le monde est d'accord. Même les radicaux sont d'accord sur ça, je pense. Les grands obstacles, c'est la libre circulation ou la surpression des entraves techniques. C'est ça, surtout. Euh, et est-ce qu'on voit déjà un peu des évolutions? Ça c'est des choses critiques, je dirais. Vous élargissez le débat, si je comprends bien, hors du domaine de la santé. Euh, Oui, ah, d'accord, parce que mais voilà, ce sont des grands obstacles. Tout ce bien qui est sûr. santé, je pense, même en Europe et en Suisse, tout le monde est plus ou moins d'accord. Là, il y a, je pense, pas des grandes discussions. Euh, Alors effectivement, je dois dire qu'on est en m'ayant demandé de présenter cet accord, je crois qu'on court pas beaucoup de risques d'avoir d'opposition de voilà. part et d'autre. Mais ça n'est qu'une partie de l'accord, comme je l'ai dit, et puis c'est surtout un accord de coopération, c'est même pas un accord sur le marché. On aura beaucoup plus de problèmes avec le marché sur l'électricité. Et Voilà. puis la libre circulation, comme vous le savez, je pense que c'est bien à ce niveau-là. Donc, moi, je m'excuse de ne pas être assez pointu alors sur ces domaines. Mais vous savez qu'actuellement, même les syndicats, enfin, l'USS a même quitté la table des négociations. Donc, il est évident que M. Sefcovic va venir au mois de juin, va essayer de reparler avec les syndicats aussi, j'imagine, en plus que de M. Cassis pour essayer de dire à quel point j'ai l'impression ils font beaucoup d'efforts pour accepter toutes nos exigences, Mhm. mais
il est évident que si l'accord de négociation capote, ça ne sera pas à cause de la santé. Ça, je Voilà. pense que c'est le domaine qui devrait passer. Mais encore une fois, seulement avec ces trois, pour l'instant, possibilités de coopération, l'élargissement à d'autres choses viendra ou viendrait plus tard, on l'espère. On espère, Merci. oui. Euh, Simplement pour signaler que, mais je le referai tout à la fin, que le prochain Europe at Lunch est consacré à la libre circulation des personnes et puis que la deuxième édition qui était du mois de mars avait été consacrée typiquement à la question de l'électricité. Donc c'est vrai qu'il y a d'autres thématiques qui sont un petit peu plus disputées, mais peut-être simplement pour rebondir là-dessus, pour confirmer, où est-ce alors, c'est aussi un peu l'impression que j'ai. C'est pas un domaine, ces questions de santé où il y a des clivages entre les différentes familles politiques ou les différents partis. Mais est-ce qu'il y a aussi, mais est-ce qu'il y a quand même un ou deux thèmes ou domaines, notamment pour ce qui est des évolutions futures, où il y a des divergences euh, ou des avis différents, que ce soit avec les professionnels, les cantons ou la confédération, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que ça va quand même poser quelques problèmes à l'UDC dans certains points de cet accord, si ça devait être élargi. Bon, déjà, la libre circulation du personnel soignant, qui est aussi problématique pour eux, euh, pas toujours quand c'est utile, mais enfin. Donc là, je pense que c'est des points sur lesquels il y aura quelques remarques négatives quand même de la part du décès, même dans le domaine de la santé, mais qui ne devraient en aucun cas, à mon avis, être suffisantes pour éviter la poursuite du dossier santé. Mais malheureusement, encore une fois, c'est un tout petit bout de la négociation. Et on a beau négocier par paquet, il est exclu pour l'Union européenne de nous accorder des accords de coopération, que ce soit pour la recherche ou la santé, si on n'a pas trouvé un accord sur les lois sur le marché. Et ça, alors, on a beau insister depuis maintenant quelques années pour réintégrer Horizon Europe, c'est une condition sine qua non tant que le reste n'est pas réglé par une négociation, mandat de négociation clair, on n'aura pas accès à Horizon Europe. On a perdu Copernicus aussi l'autre jour, et puis on perdra petit à petit encore d'accès à des tas d'autres choses si les négociations bloquent sur un point ou l'autre. Merci, Vanessa. Merci Raphaël. Bonjour Madame Crotta. Merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez bien expliqué sur les avantages à conclure un accord de santé avec l'Union européenne. Les domaines de la santé, c'est pas mon spécialisation, donc je vous pose quand même la question parce que j'ignore complètement ces domaines. Ma question, c'est si, donc, dans les avantages dont vous avez mentionné, il y avait la coopération et la facilitation pour un accès aux données, informations sur la propagation de la résistance aux antibiotiques, etc. Ma question, c'est est-ce que auparavant à cet accord, à ce futur accord, il existait déjà une coopération à un accès aux données de l'Union européenne ou pas, comme c'est voilà, comme c'est les cas dans les cas policiers. Alors, on l'avait jusqu'en 2021, on avait passablement de collaboration et d'accès aux données sans faire forcément partie des réseaux dont j'ai parlé, mais disons, il y avait possibilité, en tout cas dans des situations particulières, d'avoir des accords. Depuis 2021, ça a été complètement bloqué. Et il y a juste eu quand même c'est pas vrai, il y a eu cette période pandémique là de janvier 2020 à juillet 2023 où on a eu accès au système d'alerte et de réaction qui était quand même bien utile et c'est vrai que maintenant on n'a plus du tout cette information. Euh,
je veux dire, il y a un tout petit peu une mesure de rétorsion quand même de la part de l'Union européenne, on le ressent un peu comme ça, de se dire, ben, tant que vous n'êtes pas d'accord sur tout, ben, on bloque ça. Je pense que c'est évident, c'est quand même des alliés, que si on avait une nouvelle pandémie, voilà, on réussirait de nouveau à ouvrir l'accès à ces informations. Mais je crois qu'il faut aussi que la Suisse accepte une fois d'être bon joueur et puis d'aller de l'avant et d'accepter un peu les conditions et pas prendre que les avantages comme ça a été décrit précédemment. Merci. Merci. Je peux juste encore rajouter un Oui, truc qui n'est pas vraiment, disons, c'est pas vraiment une notion de collaboration, mais j'ai été frappée en tant que médecin, j'ai été dans des congrès pendant de très nombreuses années, des congrès européens où chaque fois on nous présentait, par exemple, c'était sur la procréation médicalement assistée, des statistiques de toute l'Union européenne, voire du monde entier. Euh, et chaque fois, il y avait un petit trou noir au milieu de la présentation, c'était la Suisse. Aucune statistique n'était possible. Alors ça, c'est dû plutôt à notre problème de fédéralisme et de statistiques un peu bizarres. Chacun fait la sienne, elles n'ont pas toujours les mêmes bases et elles ne sont pas coordonnées. Mais quand même, on a toujours l'impression qu'il n'y avait pas d'échange possible. Aussi pour les maladies rares, des choses très importantes où on aimerait pouvoir collaborer parce qu'on a 3 ou 4 maladies rares en Suisse et puis qu'il y en a quand même plus, enfin, je veux dire, personnes concernées par une maladie rare, alors qu'il y en a plusieurs en Europe. Et ce serait très important de pouvoir participer à ces réseaux. Je dirais que les médecins entre eux, ils collaborent déjà, ils se parlent, mais disons, il n'y a pas de lien officiel pour le faire. merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Très bien. Mais je crois que dans ce cas-là, je profite pour remercier très chaleureusement Brigitte Crotta pour cette présentation, d'avoir pris le temps de répondre aussi à ces quelques questions. C'est vrai que c'est pas le grand sujet, mais c'est un sujet du paquet. Pour nous, c'était important aussi de le mettre en avant pour que on puisse acquérir cette vision d'ensemble de ce qui est maintenant négocié avec l'Union européenne. Donc, un grand merci. Les différents documents que Brigitte a mentionnés donc sont accessibles aussi en ligne sur le site du département des Affaires étrangères. Euh, la présentation est enregistrée, donc sera sur YouTube dans quelques jours. Et puis moi, je peux simplement encore vous mentionner qu'on a deux autres Europe at Lunch qui sont prévus dans le courant des prochaines semaines. Le 4 juin, un Europe at Lunch sur la libre circulation des personnes et puis la directive européenne sur la citoyenneté. On aura une présentation de Laura Zilio en allemand, qui est co-auteur d'une publication sur la directive citoyenneté de l'Union européenne. Et on aura aussi la participation pour avoir la perspective du terrain, la participation de Pierre-Alain Laude, qui est chef d'entreprise et président de l'Union des associations patronales genevoises. Donc un tandem expert et puis quelqu'un qui profite grandement de la libre circulation des personnes dans le cadre de son entreprise. On a la série qui se terminera le 25 juin avec un épisode sur tout ce qui est formation et recherche, Horizon Europe, Erasmus+, avec Marilyn Maillard, qui est responsable des affaires internationales au Conseil ETH. Voilà le coup de pub pour nos deux prochains épisodes. Un tout grand merci pour votre participation aujourd'hui. Je vous souhaite un bon appétit. Merci Brigitte. Merci beaucoup à vous, merci à tous et à toutes. Et puis voilà, à très bientôt. Bonne fin de Merci. journée. À Merci, au revoir. bientôt, merci.